On verra juste après. Markowitz, vous avez vu la théorie Markowitz du portefeuille, bah même la théorie de Markowitz, elle oublie un paramètre. Souvent, quand vous avez un problème de mathématiques financières, on commence par soit le taux sans risque à 4%, construire une frontière efficiente avec un actif non risqué à 4 et un actif risqué avec 7%. Et une volatilité par exemple de 20%. Et là, vous construisez votre frontière. Mais en réalité, c'est que en réalité, vous n'avez pas deux axes, à savoir le drawdown, le risque, hein, ça peut être la volatilité, ça peut être la VaR, ça peut être le drawdown. Le risque ici et la performance, ça c'est un Markowitz classique, mais en réalité vous avez un troisième axe qui est le taux sans risque. En réalité, vous n'avez pas une frontière efficiente, mais vous en avez une infinité qui dépend chacune du taux sans risque. À chaque niveau de taux sans risque, vous avez une frontière efficiente. On part du principe dans les exercices que la Banque centrale ne varie pas son taux directeur. Voilà. Le problème, c'est que la Banque centrale fait varier son taux directeur. Et quelque part, ce taux sans risque, il est absolument important parce que d'abord, ça définit véritablement ce que c'est que le benchmark du risque, déjà pour commencer. Et ensuite, c'est le taux dans lequel vous vous refinancez vous-même. Donc en fait, c'est absolument déterminant. C'est pour ça que normalement, il faudrait être en 3D. Voilà. Le problème, c'est que la 3D, c'est plus compliqué, et donc voilà. Et donc par exemple, que se passe-t-il si jamais, mettons, vous appliquez, vous contournez un problème de maths. Mettons, les taux, comme l'a dit Mathieu, étaient à 5%. Vous construisez une allocation avec les taux à 5 pour ne pas perdre d'argent et gagner au maximum en perdant très peu d'argent. Vous allez par exemple tomber sur une allocation comme celle-ci, où avec ce taux sans risque à 5, au pire, dans le pire des cas, vous perdez 10% et avec un rendement de 4,5. Supposez que vous gardez la même allocation, mais que les taux s'effondrent, les taux sans risque. Bah vous, votre frontière efficiente, en fait, vous n'allez plus être sur cette frontière efficiente-là, mais vous allez être sur des frontières efficientes. Alors, mettons les taux s'effondrent à zéro, comme en ce moment aux États-Unis, vous allez être sur cette frontière-là. C'est-à-dire que pour maintenir un rendement identique, pour maintenir un niveau de 4% de rendement, vous allez être obligé de vous déplacer comme ça, c'est-à-dire d'augmenter votre risque. C'est pour cela que bien comprendre comment va évoluer le taux sans risque et donc anticiper les politiques monétaires est très important pour un allocataire d'actifs. Je ne vais pas vous le dire, mais bon, c'est promis de ne rien cacher alors. Les assureurs, ils ont une performance qu'on appelle une performance en valeur de marché et une performance en valeur comptable. Les assureurs ont fait 5% par an en moyenne, mais ils ont donné aux clients, en moyenne, 4% par an. Bon, il y a des frais, effectivement. Il y a eu une partie de frais qui ont été prélevés. Mais il y a une autre partie que les assureurs sont obligés de reverser aux clients, mais qu'ils peuvent garder pendant 8 ans. C'est-à-dire que, mettons, moi je suis assureur. Je fais 5% de performance sur une année. Je peux choisir de vous n'en donner que 4, mais le reste, je suis obligé de vous le donner, pour ceux qui sont fidèles, pour ceux qui restent investis dans mon fonds, ceux qui partent, bah tant pis, ils n'ont rien. Mais ceux qui restent, je serai obligé tôt ou tard de leur distribuer une partie de mes performances passées. Que se passe-t-il? Vous avez pendant 10 ans un écart de 1% qui s'est creusé chaque année. Donc au bout de 10 ans, vous avez donné à peu près 40% de performance cumulée à vos assurés, alors qu'en réalité vous avez fait 50%. Donc l'écart qui reste, on va le mettre ce qu'on appelle en PPE. C'est-à-dire on va le mettre ce qu'on appelle en participation pour excédent de performance. Donc les assureurs, grâce au taux élevé avant, ont constitué ce qu'on appelle une épargne. Une épargne qu'ils seront obligés, tôt ou tard, la loi les oblige à les reverser aux assurés. Mais que disent les assureurs? Plutôt que de dire ah bah on va pas on est obligé de vous les reverser parce que ça fait mauvais effet, sinon il y a des scandales. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous dire ah bah nous, alors que les marchés par exemple baissent, les taux tombent à 3% ou à 2, 2,5. Donc assez aujourd'hui, on est en 2011, 2010, 2011, 2,5. Que va faire l'assureur? Il va vous dire nous on va faire un taux boosté parce qu'on a des très bons gérants, on va vous donner 3,5. Et donc vous avez l'illusion que l'assureur est capable de vous garantir du 3,5 sans risque alors que les taux sont à 2,5. Mais pourquoi il le fait? C'est parce que pendant 10 ans avant, il vous a entre guillemets bien eu, il vous distribuait du 4 alors que les taux étaient à 5. Quelque part, il a mis de côté cet écart d'argent. Alors une partie c'est pour payer les salaires, les bonus, formidables bonus, c'est pour payer les salaires des gens. Mais une autre partie, l'assureur est obligé tôt ou tard de les distribuer aux assurés.
Et au lieu de le dire, on va faire une campagne parce qu'on sait que nos gérants font de très bonnes pertes, on va vous faire des taux boostés pour faire profiter de nos compétences. Et donc, du coup, pendant 5 ans, ils peuvent se permettre de vous donner 1% de plus, puisque pendant 10 ans avant, ils avaient épargné, ils gagnaient 5%. Parce que les taux étaient à 5, c'est pas parce qu'ils étaient géniaux, hein, mais vous, ils vous donnaient que du 4%. Ça, c'est ce qu'on appelle l'illusion nominale. On va vous montrer que le change, lui aussi, alors on a parlé des actions, mais le change, lui aussi, du moins certaines parités, sont très sensibles à l'évolution de la macroéconomie. Par exemple, on va prendre sur très long terme la livre yen, la livre sterling contre le yen japonais. Là, on voit par exemple, depuis 90 jusqu'à 2009-2010, le yen la livre a d'abord baissé très fortement, puis remonté, baissé, remonté, etc. La première forte baisse de la livre sterling par rapport au yen, comme par hasard, elle a eu lieu durant la récession du début des années 90, liée à l'explosion de la première bulle immobilière en 90. C'était pas le seul phénomène, c'était ce que disait Mathieu, les selling notes, etc. Ensuite, vous avez eu la formation de la bulle Internet. Vous avez eu des années très très belles d'expansion économique entre 95 et 99. Et là, comme par hasard, vous avez la livre qui remonte face au yen. Ensuite, vous avez le dégonflement de la bulle Internet, avec la baisse de la livre. Vous avez une remontée, vous avez ensuite la croissance entre 2002, 2003 et 2007. Vous avez la remontée de la livre, et là vous avez l'éclatement, ce qu'on appelle de la crise des subprimes. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez la livre qui a rebaissé. Donc vous voyez comment vous pouvez jouer avec le cycle économique, pas seulement sur les actions, pas seulement sur les obligations, mais également sur le marché des changes. Donc vous obtenez votre gigantesque bonus. Vous croyez à ce genre de mécanisme. Vous êtes aperçu que ça pouvait servir d'indicateur avancé du marché action. Vous vous dites, c'est pas le marché des actions qui est en avance sur le marché des changes, c'est probablement le marché des changes qui est en avance sur le marché des actions. Donc moi je vois janvier 2009, exactement Alix. Alix voit janvier 2009 la livre qui regagne contre le yen, boum, il joue son bonus sur la reprise des actions, il achète des trackers comme ça, il ne paye pas les gérants, c'est quasiment sans frais de gestion. Boum, et là il se fait la remontée qui va durer de début mars jusqu'à fin août du marché des actions. En 2009, pour rien vous cacher, sur le plan personnel, j'ai fait quasiment 25% de performance. Sur la globalité de mon portefeuille, 25% de performance sur... j'ai joué aussi le cycle sur le marché de l'emploi aussi avant, ça c'est la petite aparté. C'est-à-dire qu'en 2003, donc je suis un peu sur le marché du travail en 2002. En 2004, en France, c'était encore la crise, etc. Mais moi je sentais que ça commençait à embaucher un peu à tour de bras en Suisse, à Londres, etc. 2004, je suis parti en Suisse. Alors là, en Suisse, en 2004, 2005, 2006, c'était les années-là. Donc là, on embauche n'importe qui, on donne des bonus énormes à n'importe qui. Alix, il constitue sa petite épargne et il se dit, plus tard, je vais investir parce que maintenant j'ai des pépettes. Voilà. Ouais. Et ça, je veux dire, alors c'est vrai qu'en France, on est très occupé par alors on est dans une espèce de crise rampante qui malheureusement ne va pas s'arranger, et en plus on a notre problème des écoles. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de postes qui sont déjà réservés aux polytechniciens, aux centraliens, aux HEC, etc. En Suisse, c'est pas du tout pareil. Moi, quand j'ai postulé en 2004 en Suisse, on m'a demandé What is your university? J'ai fait My university is EIE, donc c'est l'NCE, c'est mon école. On m'a dit c'est quoi, on connaît pas. J'ai dit c'est le même concours que Centrale. Ah, vous êtes Centrale Paris. J'ai dit oui, sinon moi ok, c'est Centrale Paris, hop. Et du coup, je me suis retrouvé avec un salaire qui a... Mais pas parce que j'ai fait Centrale ou l'IU, là-bas c'est à la méritocratie. Et c'est aussi en fonction du cycle économique. Donc du coup, pendant 3 ans, j'ai vu mon salaire monter de 25% par année. Avec des bonus qui ont monté. C'est-à-dire que j'ai été pris à l'époque, en 2004, à 53 000 euros. Avec Mathieu, on n'a pas peur de parler argent. En France, c'est très tabou. J'étais pris à 53 000 euros en 2004. À la fin de l'année 2006, quand j'ai quitté en France, j'étais à 125 000 euros par an. Mon salaire est passé de 53 000 euros à 125 000 euros. C'est l'évolution que vous avez en 50 ans en France. Voilà, c'est l'évolution statistiquement. Bon, voilà. Ça pour dire que le raisonnement cycle économique, c'est un raisonnement sur le marché des changes et un raisonnement sur le marché du travail. Voilà, nous, on trouve des CV incroyables de gens qui ont fait l'X ou qui ont fait des écoles incroyables, qui veulent maintenant rentrer chez nous, alors qu'il y a 3 ans, ils n'auraient jamais envoyé un CV chez nous. Ouais. C'est pareil, c'est le cycle de l'emploi.